Lorsque Mireille entra dans son champ de vision, marchant avec l'élégance d'une femme qui a réussi et qui se sent en confiance, Arthur eut une idée rapide et erronée qui lui traversa l'esprit. « C'est elle », dit-il à Didier en désignant discrètement la juge. « Même taille, même couleur de peau et même âge. Ce doit être la femme que nous recherchons. » Sa voix trahissait le fait qu'il avait appris à porter des jugements hâtifs, en se basant sur des idées préconçues, acquises au cours de sa vie et de son travail. Didier acquiesça immédiatement, sans demander pourquoi le choix de son partenaire était erroné. Pour lui, ce qu'Arthur disait était vrai, et l'apparence de Mireille confirmait tous ses préjugés sur les femmes noires et la criminalité. « Finissons-en rapidement, » dit-il en mettant les menottes à sa ceinture. La façon dont il fit cela montrait qu'il avait déjà fait ce geste de nombreuses fois dans des situations similaires. C'est une information de plus à signaler. Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent fut cruel, comme une action militaire menée sans préparation. Mireille fut abordée de manière agressive et très disproportionnée par rapport au risque qu'elle était censée représenter. Les deux policiers s'approchèrent d'elle sans essayer de lui parler ou de vérifier son identité. Ils agissaient comme des prédateurs, encerclant une proie sans défense. Arthur lui ordonna fermement de s'arrêter et de mettre les mains bien en évidence. Pendant ce temps, Didier se plaça à un endroit stratégique pour l'empêcher de s'enfuir. La confusion qui s'ensuivit fut source d'une grande détresse émotionnelle. Mireille, ne sachant pas comment réagir face à l'attitude inattendue et agressive des policiers, a tenté d'expliquer qu'il y avait une grave erreur. Elle a déclaré qu'elle était juge fédérale et qu'elle pouvait prouver son identité si on lui en donnait la possibilité. Les paroles de Maria ont été totalement ignorées par Arthur et Didier. Ils avaient déjà décidé dans leur tête que toute réclamation ne serait qu'une nouvelle tentative d'une personne mal intentionnée pour échapper aux conséquences de ses actes. En quelques secondes, Mireille s'est retrouvée à terre, sur le sol glacé et dur de l'aéroport. Ses vêtements étaient sales et déchirés, alors qu'elle essayait de conserver un peu de dignité devant les personnes qui l'entouraient. Ses mains étaient menottées dans son dos, les menottes blessant sa peau délicate. Arthur et Didier faisaient des blagues méchantes sur une eau noire prétentieuse qui essayait de se faire passer pour quelqu'un d'important. L'humiliation s'est déroulée en public. Elle était intentionnelle et montrait le plaisir cruel que les deux policiers prenaient à la humilier. Cela révélait leur racisme profond. Les personnes présentes ont assisté à la scène avec peur et surprise. Plusieurs personnes ont tenté d'aider, choquées par la violence inutile de l'action, mais elles ont rapidement été retenues par d'autres agents de sécurité venus en renfort. La situation a très vite dégénéré. Le terminal est devenu un lieu de confusion où régnait la colère. Des enfants pleurèrent de peur, des adultes criaient de rage. L'aéroport, qui était un endroit tranquille, s'est transformé en un lieu de bagarre où l'injustice l'emportait par la violence. Pendant que la police emmenait Mireille dans la voiture, elle entendait les commentaires racistes et irrespectueux qu'Arthur et Didier faisaient sans se soucier de rien. Pour eux, elle n'était qu'une personne de plus appartenant à une race qu'ils considéraient comme encline à la criminalité. Elle n'était qu'un numéro de plus dans leur combat personnel contre ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Encore une femme noire qui va retourner d'où elle vient, a ri Arthur en claquant la portière de la voiture si fort que celle-ci a tremblé. À ce moment crucial, assise à l'arrière de la voiture de police, les mains toujours menottées et le cœur battant à tout rompre, Mireille sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement la douleur du métal des menottes qui lui blessait la peau. Ce n'était pas non plus seulement la honte qu'elle ressentait d'être devant tant de gens. C'était quelque chose de beaucoup plus fort et douloureux. Elle a réalisé que, peu importe sa position dans la société, sa bonne éducation ou tous les prix qu'elle avait remportés au cours de sa carrière, on la voyait et la traitait toujours comme une femme noire suspecte. Cela était dû à un système qui prétendait protéger tout le monde, mais qui ne protégeait que certaines personnes. Le commissariat du 12e district d'Orlando avait l'odeur typique des bâtiments publics anciens. Cette odeur était un mélange de désinfectants bon marché, de papier sale et de sueur accumulée au fil de nombreuses années de stress. Les murs gris-vert, peints il y a longtemps, voyaient chaque jour la tristesse d'une société en conflit permanent avec elle-même. Sous la lumière fluorescente qui clignotait bizarrement, l'endroit avait une atmosphère pesante. Il semblait ôter tout espoir à quiconque arrivait là en tant que suspect. Le commissaire Rodriguez était assis dans son vieux fauteuil en cuir. Il était derrière un bureau métallique couvert de papier jaune. Sur le bureau se trouvaient des rapports incomplets et des photos d'affaires non résolues depuis des mois. À 52 ans, avec sa moustache grisonnante bien taillée et son ventre qui trahissait des années de mauvaise alimentation et de stress au travail, il traitait les affaires qui lui étaient confiées de manière automatique et sans enthousiasme. Pour Rodriguez, chaque nouveau suspect n'était qu'un dossier de plus à remplir, un numéro de plus à ajouter à la liste des affaires du mois qui prouvait à ses supérieurs qu'il faisait du bon travail. Il avait depuis longtemps perdu tout signe de l'idéalisme qui l'avait poussé à devenir policier. Lorsqu'Arthur et Didier entrèrent dans le commissariat entraînant Mireille, les mains menottées, Rodriguez leva à peine
peine les yeux de ses papiers. Il semblait fatigué, comme quelqu'un qui fait la même chose depuis des années. C'était un mouvement fréquent et facile à prévoir. 2 policiers amenaient un autre suspect. Cette personne était probablement impliquée dans un délit mineur. Elle serait emprisonnée pendant quelques heures, puis relâchée moyennant le paiement d'une amende. Il avait déjà vu cette scène maintes fois au cours de sa carrière. Il réfléchissait déjà aux questions habituelles qu'il allait poser. Il savait également quelle partie du rapport il devrait remplir. De plus, il pensait déjà au temps que cette affaire allait lui prendre dans sa journée déjà bien remplie. Mireille fut poussée violemment sur une chaise en plastique dur qui se trouvait devant le bureau du commissaire. Ses menottes firent un bruit métallique qui résonna dans le silence ambiant. Ses beaux vêtements étaient froissés et sales à cause du mauvais traitement qu'elle avait subi à l'aéroport. Mais elle gardait une posture ferme et digne. Elle dégageait une autorité naturelle qui contrastait fortement avec la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Ses yeux, même remplis de colère et de tristesse, étaient d'une clarté incroyable. On aurait dit que son esprit intelligent réfléchissait déjà à des moyens de changer cette situation étrange. Arthur se tenait à côté de la chaise de Mireille avec l'arrogance de celui qui pensait avoir fait une nouvelle fois une très bonne arrestation. Il était très fier de son travail. Il commença à raconter sa version de l'histoire avec une telle assurance qu'il semblait n'avoir jamais été interrogé ou contredit sur ce qu'il disait. « Commissaire Rodriguez », commença-t-il d'une voix sérieuse et officielle, « nous avons trouvé la suspecte à l'aéroport international, exactement comme cela nous avait été décrit. Elle n'accepta pas son arrestation de bonne grâce. Elle tenta d'effrayer les policiers qui participaient à l'opération. Elle affirmait avoir un pouvoir qu'elle n'avait en réalité pas. C'est une attitude courante chez ceux qui ont des secrets et qui utilisent des stratagèmes pour échapper aux conséquences de leurs actes répréhensibles. » Didier a ajouté de fausses informations à ce que son partenaire avait dit. Il l'a fait pour appuyer l'histoire qu'ils avaient inventée. L'histoire était destinée à justifier la violence qu'ils avaient utilisée de manière inutile lors de l'interpellation. « D'accord, chef. » Elle a tenté de s'échapper lorsque nous nous sommes approchés. Elle a crié des menaces aux fonctionnaires qui travaillait. Elle a même dit qu'elle était une autorité gouvernementale. Il s'agit clairement d'une tentative très forte d'intimidation pour éviter d'être arrêté. C'est quelque chose que nous voyons souvent dans ce genre de cas avec des personnes de cette ethnie. Le commissaire Rodriguez a fait un signe de tête, montrant qu'il était très ennuyé. Il semblait fatigué d'entendre la même histoire plusieurs fois au cours de sa carrière. Dans leur esprit, qui était rempli d'idées fausses depuis de nombreuses années, l'affaire avait déjà une réponse avant même d'avoir commencé. Les déclarations de 2 policiers bien informés étaient considérées comme vraies. En revanche, les paroles d'une suspecte, qui essayait clairement de tromper la justice pour échapper à toute sanction, n'étaient pas prises au sérieux. C'était toujours comme ça. Les criminels inventaient des histoires compliquées. Ils utilisaient de faux noms. Ils essayaient de tromper le système en pleurant et en clamant leur innocence. Le stylo d'Arthur bougeait déjà lentement sur le papier. Elle remplissait les espaces avec les informations fournies par Arthur et Didier. C'est alors que Mireille décida de parler et de briser le silence pesant qui régnait dans la pièce. Sa voix était forte, claire et pleine d'assurance. Cela changea immédiatement l'atmosphère. Dans ces mots, il n'y avait ni désespoir, ni supplication, ni larmes. Il n'y avait que le calme d'une personne qui connaissait bien les lois et savait comment faire face à ses difficultés. « Commissaire Rodriguez », dit-elle en prononçant chaque syllabe avec soin. Cela montrait qu'elle avait reçu une bonne éducation et savait comment se comporter devant un tribunal. « Je m'appelle Mireille Morales. Je suis juge fédéral du district de Columbia. J'ai été nommé il y a 3 ans et le Sénat américain m'a approuvé à l'unanimité. Mon numéro d'enregistrement est le 43557FL. Je vous prie de bien vouloir confirmer mon identité avant que cette situation ne devienne plus inconfortable pour tout le monde. » Le silence qui suivit fut très lourd et chargé d'une forte tension. Cela rendit l'atmosphère de la pièce encore plus pesante. Arthur et Didier se regardèrent avec surprise et inquiétude. Cette inquiétude commença à ébranler la confiance qu'ils avaient affichée auparavant. Rodriguez, quant à lui, ressentit une sensation étrange dans son estomac en observant le calme et la façon claire de s'exprimer de cette femme. Elle ne semblait pas être le genre de suspecte avec laquelle il avait l'habitude de traiter. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler et dans le calme qu'elle gardait même lorsqu'elle était humiliée. Cela incitait les gens à penser que ce qu'elle disait pouvait être plus vrai qu'on ne le pensait au début. Le commissaire resta indécis pendant quelques secondes qui lui parurent très longues. Il pensa aux graves conséquences que cela pourrait avoir pour son commissariat. Si cette femme disait la vérité, si elle était vraiment
juge fédéral, les conséquences pour toutes les personnes impliquées seraient très graves. Des carrières seraient brisées, des poursuites judiciaires seraient inévitables, et les médias feraient de cette affaire un scandale national sur le racisme et les abus de la police. D'un autre côté, croire ce qu'elle disait signifiait douter de la compétence et de l'honnêteté de deux de ses policiers les plus expérimentés. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait toujours pensé sur la protection de ses collègues. Finalement, poussé davantage par une curiosité prudente que par une réelle conviction, Rodriguez décida de vérifier. Ses doigts se déplacèrent lentement sur le clavier de l'ordinateur ancien. Il tapa le numéro d'immatriculation que Mireille lui avait donné avec tant d'assurance. La connexion à la base de données du gouvernement était lente et peu fiable. À chaque seconde qui passait, l'inquiétude grandissait et envahissait toute la pièce. Arthur et Didier regardaient l'écran avec de plus en plus d'anxiété. Ils respiraient plus courtement, alors que la réalité commençait à se dessiner devant eux. Lorsque les données apparurent à l'écran, révélant non seulement l'identité de Mireille, mais aussi son rôle important dans le système judiciaire fédéral, tous les policiers présents furent très effrayés. La photo officielle de Mireille Morales était là. Son CV était également très impressionnant. Mireille avait obtenu son diplôme avec mention à la Harvard Law School. Elle avait obtenu un master en droit civil à l'université de Yale. Sa carrière professionnelle était brillante. Elle avait été nommée l'une des juges fédérales les plus jeunes et les plus respectées du pays. Les notes sur son expérience dans des affaires de violation des droits de la personne étaient encore plus inquiétantes. Elle avait également la réputation d'être très ferme contre la corruption policière. « Libérez-la immédiatement », ordonna Rodriguez, la voix tremblante de nervosité. Il réalisait l'ampleur du problème qui frappait son commissariat. Ses mains tremblaient tandis qu'il faisait signe à Arthur de retirer les menottes de Mireille. Son esprit travaillait déjà à toute vitesse, cherchant des moyens d'atténuer les problèmes qui ne manqueraient pas de découler de cette situation délicate. Mais Mireille resta assise même après qu'on lui eut retiré ses menottes. Son comportement dégageait un calme plus effrayant que n'importe quel cri de rage. Son regard balaya calmement chaque visage dans la pièce. Elle observa les expressions et mémorisa les détails. Elle fit cela pour imaginer ce qui allait se passer ensuite. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix trahissait la force de l'autorité qu'elle avait acquise en tant que juge depuis de nombreuses années. Cette simple salle de police ressemblait à un tribunal. Elle était à la fois la victime, l'accusatrice et celle qui jugeait l'affaire. « Je ne quitterai pas ce commissariat », dit-elle fermement. Les personnes autour d'elle se sentirent comme si elles attendaient un jugement. « Je ne partirai que lorsque tous ceux qui ont participé à cette humiliation auront été arrêtés et accusés des fautes qu'ils ont commises à mon encontre et à l'encontre de l'importance de mon travail. 3 semaines ont passé rapidement, avec beaucoup de travail dans le domaine juridique. Pendant ce temps, Mireille a utilisé toutes les ressources dont elle disposait. Elle voulait monter un dossier très solide contre les personnes qui avaient bafoué sa dignité et ses droits fondamentaux. L'audience a été fixée à un jeudi d'octobre. Elle s'est déroulée dans un tribunal qui traitait généralement des affaires mineures. Mais à présent, ce tribunal était au centre d'un conflit qui dépassait le cadre juridique. Il est devenu un symbole national de la lutte contre le racisme qui existe dans les institutions. Mireille a engagé le duo d'avocats le plus connu et le plus respecté des États-Unis en matière de droits de l'homme. Sarah Chen, une femme chinoise célèbre pour son habileté à démanteler les défenses, et Marcus Thompson, un homme noir connu pour ses plaidoiries impressionnantes devant les tribunaux. Marcus était également un fervent défenseur de la justice sociale et avait remporté d'importantes affaires contre la discrimination raciale. Sarah Chen avait un très bon CV. Elle était sortie première de sa promotion à Stanford. Elle avait également obtenu un doctorat en droit constitutionnel à Harvard. En outre, elle a remporté de nombreuses affaires impliquant des violations des droits civils. Cela a fait d'elle l'une des personnes les plus respectées dans le domaine du droit aux États-Unis. Sa renommée reposait sur un mélange puissant d'une grande intelligence et d'une capacité presque magique à percevoir les faiblesses dans les arguments de ses adversaires. Marcus Thompson, quant à lui, a apporté au cabinet non seulement ses compétences techniques, mais aussi une compréhension approfondie des questions raciales présentes dans le système judiciaire américain. Il avait acquis cette vision après avoir travaillé pendant de nombreuses années sur des affaires où la couleur de peau des personnes impliquées avait souvent plus d'importance que les preuves présentées. Ce que Mireille ignorait complètement, alors qu'elle faisait entièrement confiance à ses avocats, c'est qu'Arthur Patterson avait utilisé un réseau de relations personnelles qui allait bien au-delà du commissariat où il travaillait. Pendant ses études à l'université de Floride, Arthur s'était
s'était lié d'amitié avec Hector Williams. Hector était son camarade de fraternité. Il avait choisi de devenir avocat, puis juge. Hector, âgé de 45 ans, jouait un rôle important en tant que juge dans le système judiciaire de l'État. Son choix pour présider le procès de Mireille n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'une préparation minutieuse qu'il avait organisée en fonction de la répartition des affaires entre les juges disponibles. Au cours des 3 semaines qui ont précédé le procès, des réunions secrètes ont eu lieu dans des endroits bien choisis pour ne pas éveiller les soupçons. Ils se sont retrouvés dans des restaurants éloignés du centre-ville. Le bruit des conversations des autres clients aidait à dissimuler ce qu'ils disaient. Ils se sont également réunis chez Hector, qui habite dans un quartier calme. Les rideaux fermés garantissaient que personne ne puisse voir ce qui se passait. De plus, Arthur et Hector ont passé un week-end dans un chalet isolé dans les montagnes. Là, ils ont réfléchi aux détails de leur plan mal avisé. Lors de réunions secrètes, les documents ont été soigneusement falsifiés par des professionnels travaillant dans l'illégalité. Des témoins ont été menacés au sujet de leur situation d'immigrants ou de problèmes juridiques qu'ils avaient déjà eus. Les 2 hommes ont conclu un accord douteux qui utiliserait le système judiciaire pour servir des intérêts personnels et racistes. Hector Williams a décidé de participer au complot non seulement en raison de son amitié avec Arthur, mais aussi parce qu'il partageait les mêmes préjugés raciaux qui avaient conduit à la situation à l'aéroport. Dans sa vision erronée des choses, Mireille incarnait tout ce qui, selon lui, menaçait la société depuis toujours. Une femme noire qui avait accédé à un poste de pouvoir qu'il estimait réservé aux personnes de sa race et de sa classe sociale. La possibilité de mettre fin à la carrière d'une juge noire importante, tout en ayant l'air cool, était très attrayante pour quelqu'un qui avait passé de nombreuses années à nourrir de la rancœur contre les mesures d'inclusion raciale qu'il jugeait mauvaises et qui affectaient ses propres intérêts. Le jour du procès, la salle d'audience était bondée. Des journalistes de journaux et de magazines brésiliens et étrangers occupaient toutes les places réservées à la presse. Les médias avaient fait de cette affaire un exemple de la lutte contre le racisme dans les institutions. Cela a attiré l'attention des défenseurs des droits civiques, des groupes juridiques et même des politiciens. Ils voyaient dans cette situation une occasion de montrer qu'ils se souciaient de la justice sociale. Mireille est entrée dans la salle d'audience vêtue d'un très beau tailleur blanc. Ce choix était délibéré. Elle voulait montrer qu'elle était en quête de vérité. De plus, elle croyait fermement que la justice l'emporterait sur la corruption et les préjugés. Sarah Chen a commencé sa présentation de manière très claire. Elle a montré qu'elle voulait totalement démolir la version des faits donnée par les policiers. Elle a recueilli des preuves très solides pendant des semaines. Elle a obtenu des enregistrements audio de l'interpellation à l'aéroport réalisés par les caméras de sécurité. Ces enregistrements montraient clairement la violence inutile qui avait été utilisée contre Mireille. De plus, il y avait des personnes qui avaient tout vu et qui étaient prêtes à dire la vérité au tribunal. Elle disposait également de documents officiels montrant que Mireille revenait d'une conférence sur les droits civils à Washington, D.C. et même des analyses d'experts montraient que l'action de la police était uniquement motivée par des préjugés raciaux. « Mesdames et messieurs les jurés », a déclaré Chen d'une voix forte qui a résonné dans toute la salle d'audience. « Vous êtes saisis d'une affaire qui dépasse le cadre des règles juridiques. Cette affaire est un test important pour les valeurs que notre société prétend défendre. Ma cliente, la juge Mireille Morales, a été humiliée, agressée et arrêtée sans aucune raison légale valable. Cela s'est produit uniquement en raison de la couleur de sa peau et de la discrimination de 2 policiers. Ces policiers n'ont pas respecté sa dignité et n'ont pas non plus suivi les règles qu'ils avaient promis de protéger. Marcus Thompson a aidé sa partenaire en apportant une analyse détaillée des répercussions sociales et historiques de cette affaire. Il a expliqué l'expérience de Mireille dans le contexte plus large de la discrimination raciale qui affecte le système judiciaire américain depuis de nombreuses années. Votre présentation était très bonne. Vous avez expliqué comment le racisme institutionnel agissait de manière discrète, mais causait de grands dommages. Cela diminuait la confiance des minorités ethniques dans le système judiciaire, qui est censé traiter tout le monde de manière équitable. Vous avez présenté des chiffres inquiétants sur la manière dont la police traite les gens de manière inégale. Vous avez mentionné des lois qui montrent clairement quels droits ont été bafoués dans le cas de Mireille. Il a fait valoir avec force que ce qui s'était passé n'était pas seulement une injustice personnelle. Cette situation est le signe de problèmes plus graves qui doivent être résolus rapidement. La défense présentait
présenté par l'avocat d'Arthur, Robert Martinez, était bien planifié. L'objectif était de montrer que Mireille n'était pas une victime. Elle a plutôt été présentée comme quelqu'un qui avait utilisé son pouvoir pour intimider des travailleurs qui faisaient leur travail correctement. Martinez était un avocat expérimenté dans les affaires criminelles. Il était réputé pour son talent à raconter des histoires de manière à semer le doute dans l'esprit du jury. Il parvenait à créer des incertitudes même dans des affaires qui semblaient très claires. Sa présentation a été une démonstration magistrale de la manière dont le langage juridique peut être utilisé pour modifier la vérité et faire passer les victimes pour des méchants. Messieurs les jurés, a commencé Martinez avec assurance comme s'il avait déjà répété son discours. Les policiers Patterson et Mitchell ne faisaient que leur devoir pour assurer la sécurité des personnes. Ils ont été confrontés à une personne qui non seulement s'est opposée à leur intervention légitime, mais a également tenté de les intimider en invoquant des pouvoirs qui n'ont pas été confirmés au moment des faits. Le fait que l'accusée soit une juge fédérale ne change rien à ce qui s'est passé. Elle a agi de manière agressive et irrespectueuse envers les forces de l'ordre. Cela a créé une situation tendue qui aurait pu être évitée par une simple collaboration directe. Pendant 3 jours chargés d'émotions, le procès s'est déroulé comme une grande dispute entre 2 idées très différentes de la vérité. Chaque partie a présenté des preuves, des témoins et des explications qui ont donné lieu à des récits très différents. Mireille observait chaque mouvement avec beaucoup d'attention, car elle avait passé de nombreuses années à la tête des tribunaux. Mais peu à peu, elle a commencé à remarquer de petits détails qui montraient que quelque chose n'allait vraiment pas dans la procédure. Les regards qu'Arthur et le juge Hector échangeaient pendant les pauses, la manière dont certaines preuves étaient acceptées ou rejetées sans explication valable et l'attitude du juge, qui semblait plus favorable à la défense que ne le laissait supposer ses connaissances. Lorsque le juge Hector Williams s'est levé pour rendre sa décision, le silence dans la salle d'audience était tel que le bruit des appareils photos de la presse ressemblait à un grondement lointain. Mireille sentait son cœur battre à tout rompre, tandis qu'elle regardait l'homme qui pouvait dire oui ou non à sa quête de justice. Il ne savait pas que le choix avait déjà été fait des semaines auparavant, lors de réunions secrètes qui avaient entaché tout le procès. La prison fédérale de Coleman, située en Floride, était un ensemble de bâtiments qui illustrait bien la violence du système pénitentiaire américain. Les murs de béton gris étaient très hauts et ressemblaient à de gros rochers sous le soleil brûlant. Ils projetaient des ombres qui semblaient ôter tout espoir à ceux qui franchissaient les portes en fer. Pour la plupart des femmes incarcérées, cet endroit signifiait la fin de leurs rêves et le début d'une période difficile de solitude et de déchéance personnelle. Pour Mireille Morales, la prison est devenue un endroit très différent, un espace pour planifier. Son esprit, qui avait beaucoup appris au cours de ses années de travail dans la justice, a commencé à élaborer un plan de vengeance très intelligent. Ce plan serait le plus complexe que le système judiciaire américain ait jamais connu. Au cours des premiers mois passés en prison, Mireille a fait preuve d'une incroyable capacité d'adaptation. Cela a impressionné les autres détenus et le personnel pénitentiaire. Alors que beaucoup de personnes dans cette situation seraient désespérées, tristes ou pleureraient sans cesse l'injustice dont elles ont été victimes, elle affichait un calme incroyable qui surprenait tout le monde. Elle passait ses nuits éveillée, allongée sur son petit lit dans la cellule qu'elle partageait avec d'autres personnes. Son esprit travaillait sans relâche, comme un ordinateur puissant. Elle analysait des idées, réfléchissait à des possibilités et faisait des calculs. Ainsi, elle élaborait des plans complexes pour se venger de ceux qui lui avaient fait du mal. La vie en prison, qui aurait dû détruire son moral et diminuer son intelligence à cause de l'ennui, a en fait donné à Mireille le temps et la solitude dont elle avait besoin pour élaborer un plan de vengeance. Ce plan était très intelligent et effrayant tant il était précis. Elle comprit, tristement et clairement, que la justice normale n'avait pas fonctionné dans son cas. Elle réalisa qu'elle devait inventer un autre moyen d'obtenir ce qu'elle estimait juste. Ce nouveau moyen n'allait pas suivre les règles de la loi, mais allait utiliser ce qu'elle savait des faiblesses du système judiciaire. Pendant les heures où elle travaillait à la blanchisserie de la prison, Mireille discutait simplement avec d'autres détenus qui connaissaient des personnes importantes à l'extérieur. Elle a appris que beaucoup de ces femmes avaient été condamnées pour des crimes tels que la falsification de documents, la dissimulation d'argent et la fraude à l'encontre de fonctionnaires. Ses compétences étaient importantes pour mettre en œuvre son plan de vengeance. Avec le calme de quelqu'un qui sait planifier, elle a commencé à se lier d'amitié avec des personnes qui pourraient l'aider dans sa future vengeance. Elle offrait gratuitement des conseils juridiques en échange d'informations sur des groupes criminels et des contacts qui pourraient l'aider dans des actions illégales complexes. En même temps, Mireille échangeait des lettres avec d'anciens collègues du système judiciaire. Ils étaient surpris de la peine qu'elle avait reçue. Ses collègues pensaient, même sans preuve, que quelque chose de très grave s'était passé lors de son procès. Ces juges importants
important, qui avait travaillé avec elle sur des affaires importantes et connaissait bien son honnêteté et ses compétences professionnelles, formait un groupe qui serait essentiel pour rendre sa sortie et son retour dans le système plus acceptable. Elle rédigeait ses lettres avec soin. Ces lettres avaient plusieurs significations. Elle transmettait des informations importantes à l'aide de codes que seuls des avocats très expérimentés pouvaient comprendre. Le juge fédéral Michael Harrison, âgé de 62 ans, qui a été le professeur de Mireille au début de sa carrière de juge, est devenu très important pour son plan visant à améliorer sa réputation. Harrison avait de nombreux contacts au ministère de la Justice et dans les agences de sécurité nationale. Il a commencé à douter de la validité de la condamnation de Mireille en examinant attentivement les détails de l'affaire. Grâce à ces lettres, Mireille a réussi à semer le doute dans l'esprit des gens quant à l'honnêteté du procès qu'il avait jugé. Elle a suggéré qu'il existait des preuves de corruption qui n'avaient pas été correctement examinées. La juge Diana Rodriguez, qui connaît très bien les droits de l'homme et qui est l'une des rares femmes latino-américaines à occuper un poste important dans le système judiciaire, est devenue une alliée importante dans le réseau de soutien que Mireille était en train de constituer avec beaucoup de soin. Rodriguez a suivi l'affaire dans la presse et a été très troublé par la manière dont le procès s'était déroulé. Cela est d'autant plus inquiétant lorsque l'on pense aux preuves qui semblaient solides et qui ont été présentées par la défense de Mireille. Ces conversations téléphoniques avec d'autres collègues juges ont commencé à montrer que beaucoup pensaient qu'une grande injustice avait été commise. Ils ont estimé qu'il fallait faire quelque chose pour y remédier. Après 10 mois de préparation minutieuse et de formation de partenariats solides, Mireille a obtenu sa libération conditionnelle. Cela a été rendu possible grâce à la pression exercée par ses amis dans la justice et à des erreurs dans la procédure qui ont été découvertes par des avocats spécialisés dans les recours. Ces avocats avaient été engagés discrètement par les partisans de Mireille. La campagne pour sa libération a été planifiée comme une opération militaire. Des actions ont été menées simultanément dans plusieurs instances judiciaires. De plus, des journalistes qui soutenaient sa cause ont contribué à faire pression dans les médias. Des organisations de défense des droits civiques se sont également mobilisées et ont fait de son cas un symbole national de la lutte contre le racisme institutionnel. Le jour de sa libération, lorsque les portes en fer de la prison se sont ouvertes pour laisser Mireille sortir, elle s'est révélée être une personne complètement différente à cause de ce qu'elle avait vécu. En apparence, elle conservait la même grâce et la même attitude qui avait toujours fait partie de son image publique. Mais à l'intérieur, elle était devenue quelqu'un de bien plus audacieux. Elle était désormais quelqu'un qui planifiait tout avec froideur. Elle connaissait très bien la loi et avait des relations qui l'aidaient à l'utiliser pour atteindre ses propres objectifs. Sa liberté ne signifiait pas que l'injustice avait pris fin. En réalité, c'était le début d'une lutte pour se venger. Cette lutte allait faire payer à Arthur Patterson et Didier Mitchell un prix bien plus élevé qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mireille était officiellement libre. Elle pouvait désormais recommencer sa vie. Elle voulait améliorer sa réputation au travail en utilisant les moyens légaux à sa disposition. Mais ses véritables intentions étaient très différente et bien plus dangereuse. Pendant les mois où elle était isolée, elle avait élaboré un plan de vengeance. Ce plan utiliserait les mêmes techniques de falsification de preuves et de manipulation de la justice qui avaient été utilisées contre elle. Cependant, elle le ferait d'une manière si sophistiquée que personne ne pourrait le découvrir par les méthodes normales d'enquête policière. La première partie de son plan consistait à engager des personnes douées pour la falsification de documents. Ces personnes lui avaient été recommandées par ses anciennes amies de prison. Elle travaillait dans le milieu criminel. Elle fabriquait des preuves falsifiées d'un réalisme tel qu'elle pouvait tromper même les enquêteurs les plus expérimentés. Mireille voulait utiliser leurs compétences pour rédiger un rapport qui compromettrait Arthur et Didier. Ce rapport contiendrait de faux documents bancaires, des enregistrements de conversations modifiées et des enregistrements de messages qui laisseraient entendre qu'ils étaient impliqués dans des crimes tels que la corruption de la police et le trafic d'influence. Le mardi matin, le ciel était clair et beau à Orlando. Cela semblait être une mauvaise blague, car c'était le jour où Mireille Morales allait mettre à exécution sa vengeance soigneusement planifiée. Pendant des semaines, elle avait dirigé chaque action comme un chef d'orchestre dirigeant une musique sombre. Elle a placé ses pions sur l'échiquier humain avec le calme de quelqu'un qui sait que la véritable justice exige parfois des moyens qui vont au-delà de la loi commune. L'opération était divisée en 2 parties qui se déroulaient simultanément. L'objectif était d'attraper Arthur Patterson et Didier Mitchell lorsqu'ils seraient les plus faibles et les plus isolés. Ainsi, personne ne pourrait les voir ni rien faire qui puisse compromettre la mission. Arthur Patterson prenait habituellement son petit déjeuner au restaurant
restaurant Sunrise Diner. Cet endroit simple était situé à un coin animé du centre-ville. Il s'y sentait en sécurité. Il y avait d'autres clients qui venaient aussi régulièrement. Ces clients étaient des retraités lisant le journal, des employés pendant leur pause déjeuner et des étudiants discutant de leurs cours. Il avait une routine qu'il suivait tous les jours depuis plus de 5 ans. Il s'asseyait toujours à la même table près de la fenêtre. Il commandait toujours le même café noir avec des toasts et de la confiture. Il arrivait toujours à 8h30. Il trouvait que savoir ce qui allait se passer était une bonne chose et l'aidait dans un travail plein de risques et d'incertitudes. Mais cela est devenu son point faible. En effet, quelqu'un avait observé attentivement ses habitudes. Ce matin-là, Arthur était assis à sa table habituelle. Il regardait les pages sportives du journal tout en buvant son café chaud. Il n'avait pas remarqué que 3 hommes habillés comme des cadres supérieurs se trouvaient à différents endroits du restaurant. Ces agents, qui avaient participé à des guerres dans d'autres pays et que Mireille avait contactés grâce à ses relations lorsqu'elle était en prison, se déplaçaient comme des prédateurs expérimentés. Ils agissaient de manière coordonnée, utilisant des signaux discrets. Ces signaux étaient invisibles pour les personnes qui ne faisaient pas attention, mais ils témoignaient d'années d'entraînement dans des missions secrètes. L'enlèvement s'est déroulé rapidement et avec précision. Arthur était très confus. L'un des hommes s'est approché de sa table et a fait semblant de le connaître comme un ancien collègue de travail. Il a commencé à discuter amicalement. Cette conversation avait pour but de le distraire. Pendant ce temps, les 2 autres hommes se sont positionnés pour l'empêcher de s'enfuir. En quelques secondes, une substance soporifique a été discrètement versée dans son café à l'aide d'un appareil ressemblant à un sucrier. Avant qu'Arthur ne comprenne vraiment ce qui se passait, ses réactions étaient déjà lentes et il ne pouvait plus lutter. Au même moment, à 15 km de là, Didier Mitchell profitait d'un moment de détente dans sa piscine. C'était une activité qui était devenue son refuge pour évacuer le stress accumulé depuis des mois d'inquiétude depuis le procès de Mireille. Il ne savait pas que des personnes surveillaient discrètement sa maison depuis plusieurs semaines. Ses habitudes à la maison avaient été soigneusement notées. Le système de sécurité de sa maison avait été piraté par des experts en informatique travaillant pour Mireille. Alors qu'il flottait tranquillement dans l'eau chaude de sa piscine, les yeux fermés, sans penser aux soucis qui le préoccupaient, Didier ne vit pas que des inconnus s'étaient déjà introduits dans sa maison et s'approchaient lentement. L'attaque planifiée contre sa maison fut menée très rapidement et avec force, comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Les assaillants se présentèrent sous le faux nom d'agents de la sécurité nationale. Ils montrèrent de faux documents qui semblaient authentiques. Ils réussirent ainsi à éliminer rapidement toute possibilité de résistance ou d'appel à l'aide. Didier a été tiré de la piscine de manière brutale mais contrôlée. Il essayait désespérément de demander si tout cela était normal, mais les hommes qui le traînaient n'écoutaient pas ses questions. Ils l'ont emmené dans une camionnette sombre qui était garée avec soin dans le garage. Les 2 anciens policiers ont été emmenés dans un hangar vide près des usines d'Orlando. C'était un bâtiment métallique qui avait été aménagé pour être le lieu où Mireille affronterait les personnes qui avaient détruit sa vie auparavant. L'endroit avait été choisi parce qu'il était loin de tout. Il n'y avait ni caméra de sécurité ni personne qui pouvait me voir. De plus, il avait une connotation négative. C'était un espace où la justice ordinaire ne pouvait pas agir. Là-bas, d'autres règles allaient décider du sort des personnes impliquées. Lorsqu'Arthur et Didier se réveillèrent peu à peu, ils se rendirent compte qu'ils étaient solidement attachés à des chaises métalliques au milieu du hangar vide. Ils étaient encore confus à cause des médicaments, mais ils commencèrent à comprendre qu'ils se trouvaient dans une situation très difficile. La lumière provenait de quelques projecteurs improvisés. Ils formaient un cercle de lumière intense autour des personnes. Le reste de l'espace était rempli d'ombres effrayantes. Ces ombres semblaient cacher des dangers que l'on pouvait sentir, mais pas voir. C'est alors que Mireille sortit de l'ombre comme un esprit en colère. Sa présence changea tout autour d'elle. Elle ne portait plus les beaux costumes qui reflétaient son image de juge pendant ses années de travail. Elle portait désormais des vêtements sombres et pratiques. Cela la faisait davantage ressembler à une personne qui rend justice avec sérieux qu'à une autorité judiciaire respectée. Son comportement dégageait une puissance froide et ferme. Les 2 hommes ligotés comprirent rapidement qu'ils se trouvaient face à quelqu'un qui avait beaucoup changé à cause de l'injustice qu'il lui avait faite. « Bonjour, agent Patterson et Mitchell », dit-elle d'une voix claire et précise, comme elle l'avait toujours fait au tribunal. Mais à présent, cette voix avait une intonation sombre qui fit frissonner les 2 hommes. « J'espère que vous vous souvenez encore de moi. Je suis la femme
femme noire que vous avez humiliée devant tout le monde à l'aéroport d'Orlando. Je suis celle que vous pensiez pouvoir détruire sans conséquence, en vous associant au juge Hector Williams. Arthur essaya de prendre l'air confiant du policier qu'il était auparavant, mais sa voix tremblait et trahissait la peur qu'il ressentait. Que voulez-vous de nous? C'est une tentative d'enlèvement. Vous savez que vous ne pourrez pas vous sortir de là sans encombre. Nous sommes policiers. Les autorités ont dû remarquer notre absence. Mireille rit d'un rire si froid que l'air du hangar se refroidit. Ce son n'avait rien de drôle. C'était juste la joie sombre de quelqu'un qui avait réussi à renverser complètement le rapport de force. L'impunité, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de mal et n'est pas puni pour cela. Cela peut se produire dans diverses situations, comme des crimes ou des infractions. Lorsque l'impunité existe, les gens peuvent penser qu'il est normal de faire des choses répréhensibles, car ils n'ont pas peur d'être punis. Vous voulez parler de l'absence de punition après tout ce que vous m'avez fait, après m'avoir humilié devant tout le monde à cause de la couleur de ma peau, après avoir comploté avec un juge corrompu pour me condamner sans raison. Maintenant, vous allez comprendre ce que signifie assumer les conséquences de vos actes. Elle a commencé à expliquer ses besoins avec soin, comme si elle avait passé des mois à réfléchir à chaque détail du plan. Tout d'abord, il devait envoyer immédiatement la somme de 55 000 $ sur un compte bancaire spécifique. Ce compte avait été créé par le biais de plusieurs sociétés fictives. Cela rendait difficile de savoir où allait l'argent. Deuxièmement, et plus important encore que l'argent, il devait faire un enregistrement. Dans cet enregistrement, il devait tout raconter et admettre publiquement qu'ils avaient participé à un complot visant à la faire accuser à tort. Il devait dire que son procès avait été truqué depuis le début et qu'elle était totalement innocente de toutes les accusations qui avaient conduit à son emprisonnement injuste. Didier, voyant que lutter ne servirait à rien en raison de la forte volonté de Mireille et de la présence intimidante des hommes armés qui l'entouraient, a tenté de discuter avec elle pour qu'elle le libère. « Nous ferons ce que vous demandez », a-t-il dit d'une voix désespérée. « Nous vous enverrons l'argent et enregistrerons les aveux. Vous devez nous garantir que nous serons libres après avoir fait ce que vous demandez. » Au cours des premiers mois qui suivirent son retour sur la côte ouest, Mireille travailla avec beaucoup de soin pour rétablir sa réputation au travail. Elle voulait le faire de manière plus forte qu'auparavant. Elle savait que sa confiance avait été très ébranlée par les événements des dernières années. Pour montrer qu'elle avait vraiment changé, elle devait agir de manière constante et prendre des décisions justes. Ainsi, elle prouverait que son changement était sincère et durable. Chaque affaire qui lui était confiée était traitée avec beaucoup de soin et d'attention. Il réfléchissait bien aux décisions qu'il prenait et aux conséquences qu'elles pourraient avoir. Cela montrait qu'il avait mûri en tant que juge. Il avait appris cela à travers ses propres erreurs et les leçons difficiles qu'il avait apprises. Il savait que laisser ses émotions personnelles interférer avec son travail n'était pas bon. La spécialisation de Mireille en droit civil n'était pas le fruit du hasard. C'était un choix qu'elle avait fait afin de mettre à profit son expérience de la discrimination raciale et de l'injustice pour aider d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Elle avait compris que son expérience en tant que victime, mais aussi en tant que personne ayant commis des injustices au sein du système judiciaire, lui donnait une perspective importante. Peu de juges avaient cette perspective. Ses amis au tribunal lui demandaient souvent son avis sur des affaires difficiles liées à la discrimination raciale. Il se rendait compte qu'elle comprenait bien ces situations, car elle avait à la fois des connaissances théoriques et une expérience personnelle. Les affaires traitées par son tribunal à cette époque ont montré la gravité des problèmes persistants qui affectaient encore le système pénal américain. Mireille a présidé des réunions consacrées aux policiers accusés d'avoir utilisé une force excessive contre des personnes issues de minorités ethniques. Ces réunions ont également révélé que des procureurs avaient dissimulé des preuves qui auraient pu aider les accusés à être acquittés afin d'obtenir des condamnations. En outre, dans certains cas, les avocats commis d'office n'ont pas aidé correctement leurs clients qui n'avaient pas les moyens de payer un avocat privé. Chacun de ces cas lui rappelait sa propre vie. Cela la rendait très émue. Elle a appris à utiliser ses émotions de manière positive. Ainsi, elle ne laissait pas cela perturber son travail de juge. Pendant ses après-midi libres, Mireille se rendait presque toujours dans des facultés de droit près de chez elle. Elle parlait des défis éthiques qui se posent lorsqu'on rend la justice dans une société multiculturelle. Ses présentations attiraient l'attention de nombreux étudiants, professeurs et professionnels du droit. Tous voulaient entendre son opinion particulière sur la manière de gérer les conflits entre la justice pour chacun et les changements nécessaires au système. Elle parlait
clairement de ses propres erreurs. Elle utilisait son expérience comme exemple. Elle montrait que même les personnes qui veulent faire le bien peuvent se tromper. Cela arrive lorsqu'elles laissent leurs sentiments influencer leurs décisions au travail. Le lien que Mireille a tissé avec son frère Guillaume à cette époque a été très important. Cette relation lui a apporté un soutien émotionnel. Elle a ainsi aidé Mireille à garder l'équilibre dans son esprit et dans ses valeurs. Guillaume a déménagé à Los Angeles quelques mois après l'arrivée de sa sœur. Il a dit qu'il y allait pour trouver un emploi dans le domaine de la sécurité. Mais en réalité, il se souciait du bonheur de Mireille. Il voulait protéger sa sœur de tout problème pouvant découler de son passé difficile. Être toujours présent dans sa vie lui apportait non seulement une protection, mais aussi un rappel quotidien des valeurs familiales qui avaient été oubliées alors qu'elle se souciait trop de se venger. Les conversations nocturnes entre les deux frères, qui se prolongeaient souvent tard dans la nuit autour d'un repas simple dans le salon, sont devenus des moments importants qui ont aidé Mireille à comprendre ses sentiments sans être jugée. Guillaume avait un don particulier. Il savait écouter sans donner de conseils qui n'étaient pas demandés. Cela donnait à sa sœur l'espace sécurisant dont elle avait besoin. Elle pouvait ainsi réfléchir aux leçons qu'elle avait apprises et décider de la voie qu'elle voulait suivre dans sa nouvelle vie. Il avait vu comment elle avait changé. Avant, pendant les jours sombres où elle pensait à se venger. Maintenant, elle était devenue une véritable défenseuse du changement dans le domaine de la justice. Sa forte conviction en sa propre capacité à s'en sortir l'a beaucoup aidé dans les moments de doute et de dévalorisation qui la perturbaient encore de temps en temps. La routine que Mireille s'était créée au cours des 2 dernières années, qui avait été plus calme, comprenait des exercices physiques le matin. Elle marchait sur les plages de Santa Monica. Ses promenades à l'aube lui procuraient une sensation de paix. Cela avait été rare pendant les années difficiles qu'elle avait vécues à cause de son combat devant les tribunaux. Ces moments de silence et de réflexion étaient devenus très importants pour lui afin de maintenir son équilibre émotionnel. Cela l'aidait à faire face à la pression de son travail de juge. Il a ainsi pu éviter le ressentiment et la frustration qui l'avaient conduit à prendre de mauvaises décisions dans le passé. La grandeur de l'océan Pacifique était une image forte qui symbolisait les nombreuses chances de changement dans la vie. Cela lui rappelait chaque jour que ce qui s'était passé auparavant, même si c'était important, n'empêchait pas l'avenir d'exister. Sa vie sociale, bien que limitée par des contraintes de sécurité et la nécessité de conserver une bonne image professionnelle, comprenait des amitiés entretenues avec d'autres professionnels du droit. Ces derniers étaient également sensibles aux changements et à la justice sociale. Ses collègues sont devenus non seulement des partenaires de travail, mais aussi des amis qui lui apportaient un soutien émotionnel et l'aidaient à mieux réfléchir. Cela était important pour qu'elle puisse s'épanouir en tant que personne et en tant que juge. Des conversations passionnantes sur le droit, des idées sur la justice et des projets pour changer le système occupaient ses soirées de week-end. Cela l'aidait à tisser des liens solides avec des membres de la communauté des avocats qui réfléchissaient à des changements à Los Angeles. Pendant cette période de calme, Mireille a beaucoup réfléchi à l'ironie du fait que sa vie la plus heureuse et la plus épanouie était le résultat de ses plus grandes erreurs et de ses échecs. Elle a perdu son innocence et sa confiance totale dans la perfection du système judiciaire. Mais elle a acquis une vision plus claire et plus réaliste du fonctionnement réel de la justice. Elle a également mieux compris ce qu'elle pouvait faire pour contribuer à améliorer ce système. Ses cicatrices émotionnelles sont devenues des sources de force et non de faiblesse. Elles l'ont aidé à prendre des décisions avec une sagesse qui ne s'acquiert qu'en apprenant des conséquences de mauvais choix. Même si tout semblait calme, Mireille savait que le passé n'est jamais totalement oublié. Elle pensait que les personnes dont la vie avait été bouleversée par ses actes pourraient un jour vouloir se venger ou obtenir justice. Cette conscience ne lui faisait pas peur. Elle la maintenait vigilante et humble. Cela lui rappelait que le changement est un chemin sans fin plutôt qu'une destination. Une véritable transformation personnelle nécessite une attention constante pour ne pas retomber dans les mêmes schémas de pensée et de comportement qui ont causé tant de souffrances dans le passé. Chaque jour en prison avait un côté triste qui était devenu une routine semblable à un rituel. Cette routine était comme une préparation au combat qu'il voulait mener contre la personne qu'il pensait être la cause de tous leurs problèmes. Tôt le matin, avant que les autres prisonniers ne se réveillent, Arthur et Didier se retrouvaient en silence pour discuter de leur plan d'évasion. Ils observaient attentivement le comportement des gardiens. Ils mémorisaient également les horaires auxquels les gardiens changèrent de quart. En outre, ils recherchaient les failles dans le système de sécurité qui pourraient être exploitées le moment venu. Ils ont cartographié tous les couloirs de la prison. Ils ont répertorié chaque caméra de sécurité. Ils ont également chronométré chaque routine avec la précision de ceux qui planifient une opération militaire difficile. La patience dont ils ont fait preuve pendant ces mois de préparation venait d'une volonté farouche. Cette volonté était devenue la seule raison
raison d'être de leur vie, qui n'avaient plus d'autres objectifs, ni d'espoir. Didier a perdu sa femme au cours de sa première année d'emprisonnement. Elle pensait ne plus pouvoir supporter la honte d'être mariée à un policier condamné pour corruption. Cela a rendu Didier encore plus triste et amer envers Mireille. Arthur avait remarqué que ses enfants adolescents s'éloignaient de lui. Il ne voulait plus lui rendre visite en prison. Avec le temps, ils ont décidé de changer de nom de famille pour ne plus être associés à sa mauvaise réputation. Pour lui, c'était une trahison familiale. Arthur pensait que Mireille avait influencé leur décision. Cela a renforcé son désir de vengeance, au point de devenir une obsession. Alors qu'ils travaillaient à la blanchisserie de la prison, ils se sont fait des amis importants parmi les autres détenus. Ces amis avaient des compétences utiles pour les projets qu'ils avaient pour l'avenir. Marcus Webb, un ancien soldat qui avait travaillé dans des missions spéciales et qui avait été arrêté pour vente d'armes, est devenu une source très importante. Il savait beaucoup de choses sur les combats urbains et les techniques d'évasion. Ces connaissances allaient s'avérer vitales pour leurs actions après leur évasion. Roberto Sanchez, un expert en technologie qui purgeait une peine pour des crimes commis sur Internet, leur a donné des informations importantes sur la manière de ne pas être repéré électroniquement. Il leur a également expliqué comment utiliser la partie invisible d'Internet pour recruter des services illégaux, sans laisser de traces que la police pourrait suivre. Le plan d'évasion qu'ils ont élaboré avait déjà été pensé et repensé dans leur tête à maintes reprises. Ils ont réfléchi à chaque étape afin d'augmenter leurs chances de réussite et d'éviter d'être repérés avant l'heure. Ils ont réalisé que les nuits de tempête offraient les meilleures chances. En effet, le mauvais temps perturbait les systèmes de sécurité électronique de la prison. Pendant des mois, ils ont suivi les bulletins météo envoyés par d'autres prisonniers. Ils ont attendu calmement la tempête idéale. Cette tempête s'est produite une nuit d'octobre. Des vents violents et de fortes pluies ont créé les conditions parfaites pour passer à l'action. L'évasion s'est déroulée sans accroc. Cela prouvait que le plan était très bien ficelé. Arthur avait établi une fausse relation de confiance avec un nouveau gardien nommé Daniel Torres. Daniel avait commencé à travailler à la prison 3 mois auparavant. Il n'avait pas encore assez d'expérience pour se méfier des véritables intentions d'un prisonnier plus expérimenté. Pendant plusieurs semaines, Arthur s'est bien comporté. Il a donné des informations sur d'autres activités illégales qui se déroulaient dans la prison. Il s'est présenté comme un informateur important qui méritait un meilleur traitement. La nuit de la tempête, les caméras de sécurité ont cessé de fonctionner pendant un certain temps. Cela était dû à un problème électrique provoqué intentionnellement par un court-circuit. Pendant que Torres était distrait, Arthur l'a rapidement désactivé. Il a ensuite pris les clés et le matériel de communication de Torres. L'opération s'est déroulée sans encombre, car les professionnels étaient très compétents. Cela lui a permis de libérer Didier de prison. Ensuite, les deux hommes ont marché dans les couloirs sombres de la prison. Ils ont emprunté des chemins qu'ils avaient mémorisés au fil des mois, en observant sans être vus. La sortie d'Arthur et de Didier de prison a été rendue possible par une série de coïncidences que l'institution avait déjà prévues et préparées. D'autres prisonniers ont été incités à déclencher une bagarre dans le réfectoire. Cela s'est produit juste au moment où Arthur et Didier approchèrent de l'extérieur de la prison. La confusion a détourné l'attention des gardes qui étaient encore là. Cela a permis aux deux fugitifs de couper un morceau de la clôture barbelée. Cette partie de la clôture était déjà affaiblie par un produit qui avait été appliqué en secret pendant plusieurs semaines. Après avoir traversé la prison et disparu dans l'obscurité de la nuit orageuse, Arthur et Didier ne laissèrent qu'un mot écrit à la main. Ce mot avait été rédigé avec soin afin de transmettre un message clair et effrayant. La vraie justice arrive. Les mots soigneusement écrits par Arthur ne s'adressaient pas uniquement aux autorités susceptibles de découvrir qu'il s'était échappé. Elles étaient principalement destinées à Mireille Morales. Il savait qu'elle recevrait le message par les moyens de communication qui reliaient la prison fédérale au système judiciaire. La première chose qu'ils firent après s'être échappés fut de vendre tout l'argent qu'ils avaient. Cela comprenait les comptes bancaires secrets qu'ils avaient conservés lorsqu'ils étaient des policiers corrompus. Ces comptes n'avaient jamais été découverts lors des enquêtes qui avaient conduit à leur arrestation. Cet argent, même s'il était peu, a suffi pour payer des mercenaires spécialisés dans les missions secrètes. Ils opéraient dans les zones obscures du crime international. Ils ont recherché des vétérans de guerre dans d'autres pays. Ces vétérans devaient avoir de l'expérience dans l'infiltration, l'enlèvement et l'élimination de cibles protégées. De plus, ils ne devaient avoir aucun lien avec la justice américaine. Ces personnes devaient être prêtes à faire n'importe quel travail en échange d'une bonne rémunération. Trouver Mireille à Los Angeles a été très facile. En effet,
Elle était juge fédérale. En tant que juge, certaines informations sur sa localisation étaient consignées dans des documents publics. Ces informations étaient accessibles via de simples recherches sur Internet. Arthur et Didier ont passé plusieurs semaines à étudier sa nouvelle routine en l'observant attentivement et en utilisant la technologie. Ils ont remarqué que sa routine comportait des comportements répétitifs. Cela comprenait des promenades matinales, des horaires fixes pour arriver et quitter le tribunal et peu d'activités sociales. Ces informations ont aidé à établir un plan clair. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que Mireille ne vivait pas seule dans sa nouvelle maison en Californie. Elle était protégée par quelqu'un. Cette personne allait leur compliquer considérablement la tâche pour mener à bien leur plan de vengeance. Elle allait constituer un obstacle majeur à toute tentative d'attaquer Mireille. La maison que Mireille avait choisie à Los Angeles semblait être une maison normale, dans un quartier calme de classe moyenne supérieure. Cependant, Guillaume avait tout changé. Il l'avait transformée en une forteresse discrète, équipée de systèmes de sécurité utilisés par l'armée, mais adaptés aux particuliers. Chaque fenêtre était équipée de capteurs qui pouvaient détecter toute personne s'approchant sans autorisation. Ces capteurs fonctionnaient à une distance qui laissait suffisamment de temps pour agir et se protéger. La propriété était équipée de caméras qui enregistraient des images de très bonne qualité. Ces caméras pouvaient voir aussi bien de jour que de nuit. Elles fonctionnaient avec la lumière normale et également avec une lumière invisible appelée infrarouge. Il était ainsi possible de bien surveiller les lieux par tous les temps et à toute heure. Les systèmes de communication de la maison avaient des fréquences protégées. Ces fréquences étaient directement reliées au réseau de sécurité du pays. Cela permettait de garantir que tout danger détecté puisse faire l'objet d'une réponse rapide de la part des autorités chargées de la sécurité. Au cours des premières semaines passées à observer la propriété de Mireille, Arthur et Didier sont devenus de plus en plus frustrés. Ils ne parvenaient pas à trouver de faiblesses qui pourraient être exploitées pour une approche efficace. Ils s'attendaient à voir une juge fédérale vivant seule et peu protégée. Il croyait naïvement que sa position et la distance qui la séparait de son ancienne vie la mettaient en sécurité. Au lieu de cela, ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui savait très bien se défendre. Cette personne connaissait les tactiques de protection et savait comment anticiper les menaces potentielles. La présence fréquente de Guillaume sur la propriété n'était que la partie la plus visible d'un système de sécurité plus vaste. Ce système impliquait une équipe qui changeait de quart et était composée de professionnels de la protection personnelle. Ces experts avaient travaillé avec lui dans l'armée et travaillaient désormais dans la sécurité privée. Ces hommes, qui avaient déjà travaillé dans des guerres et avaient l'expérience de la protection de personnes importantes dans des endroits dangereux, observaient la routine de Mireille de manière discrète mais toujours attentive. Ils se positionnaient à des endroits stratégiques tout au long de sa journée. Ainsi, ils pouvaient voir et empêcher toute menace avant qu'elle ne devienne un danger réel. Didier regardait avec des jumelles militaires qu'il avait achetées auparavant. Il observait les mouvements de Guillaume dans la propriété. Il le faisait avec la même attention qu'un prédateur qui analyse les défenses de sa proie. Cet homme n'est pas seulement un frère qui veille, dit-il à Arthur à un moment où ils observaient. Regarde comment il bouge, comment il regarde toujours autour de lui, comment il ajuste son corps pour bien voir tous les côtés d'où quelqu'un pourrait s'approcher. Il a une très bonne formation militaire et travaille peut-être dans les forces spéciales. Arthur, qui avait une expérience de policier, savait un peu comment se comporter pour assurer sa sécurité. Il comprit rapidement qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était bien plus habile que lui pour élaborer des plans et passer à l'action. Peu importe qui il est ou quelle formation il a reçue, répondit-il avec l'obstination qui avait toujours caractérisé sa carrière dans la police et qui était toujours présente, même avec des preuves évidentes que ce n'était plus vrai. Nous allons trouver un moyen de l'atteindre. Personne n'est invincible. Tout système de sécurité a des faiblesses qui peuvent être exploitées si vous faites preuve de patience et de créativité. La frustration croissante des deux anciens policiers les poussa à prendre une décision. Cette décision témoignait de leur volonté, mais montrait également qu'ils ne comprenaient pas bien le type d'ennemi auquel ils étaient confrontés. Ils choisirent d'engager davantage de mercenaires. Ils utilisèrent presque tout l'argent qui leur restait pour recruter 10 hommes armés. Ces hommes avaient l'expérience des combats urbains et des braquages bien organisés. Ces personnes, qui avaient déjà combattu dans des guerres en Afrique et au Moyen-Orient en tant que soldats privés, ont apporté avec eux un équipement sophistiqué. Cet équipement comprenait des armes automatiques, des lunettes de vision nocturne, des explosifs et des systèmes de communication militaire. Arthur et Didier pensaient que tout cela serait suffisant pour vaincre toute résistance qu'ils rencontreraient. Le plan qu'ils ont élaboré pour attaquer la maison de Mireille était un mélange risqué de volonté très forte et de manque total de respect pour les capacités de leurs adversaires. Ils voulaient lancer une attaque rapide aux premières heures du matin. Ils pensaient que la sécurité serait faible et que toute résistance serait moindre en raison de l'effet de surprise. 10 hommes armés
arriverait en même temps à la propriété par différents endroits. Ils pourraient ainsi empêcher toute réaction rapide et capturer Mireille avant qu'elle n'appelle à l'aide ou que la police n'arrive après avoir été alertée. Lorsqu'ils ont lancé leur attaque tôt le lundi matin, Arthur et Didier ont rapidement compris qu'ils avaient commis une grave erreur. Guillaume a vu qu'il s'agissait d'une tentative d'assaut planifiée. Il s'est donc préparé et a mis en place des défenses qui ont transformé cet endroit, qui semblait tranquille, en un lieu de combat. Ainsi, lui et son équipe ont pris l'avantage dans cette situation. Des systèmes d'éclairage automatique ont inondé la zone d'une lumière vive lorsque les premiers assaillants ont franchi les barrières extérieures. Cela a privé les attaquants de toute l'aide que l'obscurité aurait pu leur apporter. La réponse de Guillaume et de son équipe a été très efficace. Ils ont fait preuve d'un excellent travail d'équipe et d'une grande compétence professionnelle. Cela a fait comprendre aux assaillants qu'ils avaient affaire à des personnes dotées d'une compétence militaire bien supérieure. Les positions défensives qui avaient été prises autour de la propriété ont aidé les défenseurs à contrôler tout le champ de bataille. Ils ont dirigé les assaillants vers des endroits qu'ils avaient choisis à l'avance. Ils ont ainsi pu neutraliser les ennemis de manière organisée et avec peu de risques pour eux-mêmes. En moins de 15 minutes, ce qu'Arthur et Didier pensaient être une action rapide et efficace s'est transformé en une fuite précipitée. La moitié de leurs hommes ont été blessés ou capturés. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont couru vers leur voiture, terrifiés. L'habileté tactique de Guillaume était si évidente que personne ne doutait de sa capacité à protéger Mireille de tout danger que les deux anciens policiers auraient pu représenter dans une bagarre normale. Il savait que nous arrivions, dit Didier en courant vers les voitures de fuite. Sa voix trahissait sa surprise et sa peur d'avoir été vaincu si rapidement. Comment pouvait-il être aussi près? C'était comme s'ils avaient répété cette situation plusieurs fois. Arthur était très en colère contre l'échec de son plan, mais il ne pouvait pas nier qu'il avait commencé à respecter les compétences dont Guillaume avait fait preuve pendant la bagarre. Cet homme n'est pas un simple soldat, reconnut-il alors qu'ils examinaient les problèmes de leur mission qui avait échoué. Il a travaillé avec une habileté qui montre qu'il a reçu un entraînement des forces spéciales de très haut niveau. Nous devons être beaucoup plus intelligents si nous voulons avoir une chance de vaincre une personne avec de telles compétences. Dans les semaines qui ont suivi la grande défaite de leur première attaque commune, Arthur Patterson et Didier Mitchell ont dû changer complètement leur façon de penser pour parvenir à passer la protection qui semblait très solide de Guillaume Morales autour de sa sœur. La triste vérité sur leur manque de stratégie est apparue clairement après cette grande défaite. Cette défaite leur a coûté des vies et de l'argent, des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, mais leur désir de vengeance était toujours aussi fort, voire plus fort encore, en raison de l'humiliation qu'ils avaient subie. Ils comprenaient qu'il serait très risqué d'affronter Guillaume de front, mais leur volonté d'atteindre Mireille les poussa à chercher des moyens plus discrets. Ils voulaient exploiter les faiblesses des gens plutôt que de se concentrer sur leurs faiblesses au combat. Pendant cette période d'évaluation obligatoire, ils passèrent des semaines à étudier attentivement le comportement de Guillaume. Ils avaient la patience des chasseurs qui observent leur proie la plus difficile et la plus précieuse. À l'aide d'équipements de sécurité très performants qu'ils avaient achetés illégalement, ils enregistrèrent soigneusement tout ce qui concernait le quotidien de l'ancien soldat. Ils ont noté ses horaires, ses itinéraires, ses arrêts et les personnes à qui il parlait. Ils espéraient trouver un moment où il serait plus faible pour pouvoir l'aborder avec succès. La discipline militaire qui caractérisait les actions de Guillaume ne laissait aucune place à l'erreur ou à des moments où il pouvait se détendre. La moindre imprudence pouvait être exploitée par des ennemis puissants. Didier fut celui qui trouva la seule faille qui semblait exister dans la protection que Guillaume avait mise en place pour veiller sur Mireille. Chaque jour, à 23 heures précises, sans se soucier du temps ou de ce qui l'entourait, Guillaume sortait se promener seul. Cette promenade durait 45 minutes et suivait toujours le même itinéraire dans le quartier où se trouvait la maison de sa sœur. Cette routine s'était installée pendant ses années dans l'armée. C'était une façon de gérer le stress et de garder l'esprit tranquille. Avec le temps, cette pratique était devenue tellement ancrée dans son mode de vie qu'il avait continué à la suivre, même dans des endroits où la sécurité était très importante. « Nous avons trouvé notre chance », dit Didier avec une excitation qu'il ne pouvait cacher, en montrant à Arthur les photos et les horaires qu'il avait rassemblés pendant 2 semaines d'observation attentive. Il prend toujours le même chemin. Il le fait à la même heure. Il y va seul. Pendant ces 45 minutes, il est exposé d'une manière qui n'arrive jamais lorsqu'il s'occupe de la maison de sa sœur. C'est notre seule chance de l'arrêter à un moment où il n'a pas tous les avantages. Arthur examina attentivement les preuves rassemblées par Didier. Il examina les cartes indiquant le trajet emprunté par Guillaume. Arthur repéra les endroits où l'éclairage public était mauvais et où peu de gens auraient pu voir ce qui s'était passé. Il comprit qu'ils avaient
là une occasion unique. Il fallait la saisir au bon moment et avec beaucoup de prudence. Il savait qu'il était possible d'arrêter quelqu'un qui avait de meilleures compétences militaires que lui lorsqu'il se trouvait dans un endroit où tout était sous contrôle. D'un autre côté, Arthur avait beaucoup de doutes quant à l'idée d'essayer d'attraper quelqu'un avec les compétences de Guillaume, même lorsque la situation semblait favorable. « Et si c'est un piège ?» demanda-t-il. Des doutes commencèrent à surgir dans son esprit lorsqu'il considéra l'apparente simplicité de l'occasion que Didier avait trouvée. Cet homme est trop intelligent et trop bien entraîné pour avoir une faille aussi facile à exploiter dans sa protection. Il fait peut-être semblant d'être faible pour attirer l'attention sur le type d'attaque que nous prévoyons. Didier, très frustré par sa situation, ne prêta aucune attention aux inquiétudes de son partenaire. Il le fit avec une confiance qui venait plus du désespoir que d'une analyse logique de la situation. « Ce n'est pas une faiblesse, dit-il avec plus de force. C'est une arrogance courante chez les militaires. Il s'est habitué à être le plus grand des chasseurs dans toutes les situations. C'est pourquoi il en est venu à penser qu'il peut faire ce qu'il veut. Il croit que personne n'est assez fou pour l'affronter. Nous allons lui prouver qu'il a tort. » Ils ont élaboré un plan pour attraper Guillaume pendant qu'il marchait la nuit. Le plan consistait à placer 5 hommes armés à des endroits stratégiques le long du chemin qu'il empruntait habituellement. Chacun d'entre eux était équipé de pistolets paralysants qui ne font pas vraiment mal et d'autres équipements pour le maîtriser rapidement. Ainsi, ils pourraient l'attraper sans le blesser au point de le rendre inutilisable comme otage. Ils avaient tiré les leçons de leur erreur passée, qui avait été de sous-estimer leur force physique. Ils avaient donc élaboré un plan qui misait sur l'effet de surprise et sur le nombre, plutôt que sur un combat direct prolongé. Le soir choisi pour mettre leur plan à exécution, les conditions météorologiques étaient bonnes et il n'y avait pas de policiers dans les environs. C'était donc le moment idéal pour tenter de capturer quelqu'un. Arthur et Didier ont placé leurs hommes au bon endroit, comme s'ils formaient une armée professionnelle. Chaque mercenaire a reçu des instructions détaillées sur le timing, les signaux de coordination et les mesures à prendre si quelque chose tournait mal pendant la partie la plus importante de la mission. Ils avaient pensé à chaque détail du plan à maintes reprises. Ils avaient imaginé différents changements et s'étaient préparés aux problèmes qui pourraient survenir. Lorsque Guillaume est arrivé à 23 heures pile, marchant à son rythme habituel, les assaillants se sont mis en mouvement avec l'organisation qu'ils avaient répétée pendant des jours. Ils l'ont rapidement encerclé dans un endroit sombre où la lumière avait été éteinte quelques heures auparavant. Ils ont tiré plusieurs fois avec des pistolets paralysants pour s'assurer qu'il ne réagisse pas. Ils l'ont immobilisé en quelques secondes avant que quelqu'un ne remarque ce qui se passait. « Enfin !» a dit Arthur en voyant Guillaume inconscient être emmené dans le van. Le van serait le moyen de transport vers l'endroit où ils allaient régler leur compte avec Mireille. Maintenant, nous avons notre carte maîtresse pour négocier. Sa sœur fera tout ce que nous lui demanderons pour s'assurer qu'il ne soit pas blessé. Nous allons nous venger et obtenir justice. Ils emmenèrent Guillaume dans un hangar vide, situé dans une zone industrielle isolée. Ainsi, ils pourraient faire ce qu'ils avaient prévu sans être dérangés. Ils l'attachèrent avec des cordes qu'ils avaient achetées pour l'empêcher de s'échapper. Ils attendirent qu'il se réveille pour commencer à lui parler. Ils pensaient que ces discussions permettraient de livrer Mireille afin que son frère soit en sécurité. Lorsque Guillaume se réveilla sous l'effet des médicaments qu'il lui avait administrés lors de sa capture, il ne se montra ni désespéré ni effrayé, contrairement à ce qu'ils avaient prévu. Au contraire, il affichait un calme à la fois étrange et dangereux. Il souriait également d'une manière qui semblait indiquer qu'il savait des choses que ses ravisseurs ignoraient. « Vous avez mis plus de temps que je ne le pensais, » dit-il calmement. Cela rendit l'atmosphère de la grange plus froide et tendue. « Pour être honnête, je commençais à penser que vous étiez moins compétent que je ne le pensais au début. » Arthur ressentit un malaise dans l'estomac en repensant aux paroles de Guillaume. Il essaya de ne rien laisser paraître, pensant qu'il s'agissait d'une tentative pour rendre ses prisonniers nerveux. « De quoi parlez-vous? Vous êtes prisonnier, vous êtes retenu contre votre gré et vous ne pouvez pas vous échapper. » Guillaume rit sincèrement, ce qui était plus étrange que son calme précédent. Le rire résonna dans le hangar vide comme un avertissement que de grands changements étaient à venir. Ces changements allaient bouleverser tout ce qu'Arthur et Didier pensaient contrôler. « Vous croyez vraiment que je ne savais pas que vous me suiviez depuis des semaines, que mes promenades étaient surveillées et chronométrées? Cela fait 3 semaines que je sais exactement où vous êtes. Je sais ce que vous préparez et quand vous allez essayer de m'attraper. » La découverte qu'ils étaient tombés dans un piège bien préparé prit Arthur Patterson et Didier Mitchell par surprise. Cela anéantit tout espoir qu'ils avaient encore de contrôler la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient. Didier commença à montrer des signes évidents de nervosité. Il repensait aux paroles de Guillaume. Son esprit était envahi par différentes idées. Il essayait de trouver des moyens de garder l'espoir qu'ils avaient encore un avantage sur le prisonnier qui semblait les aider. « Vous ne dites pas la vérité, » dit-il d'un ton ferme. La façon dont il le dit montre
montrait qu'il commençait à désespérer et que cela envahissait ses pensées. Il essaie de nous embrouiller l'esprit pour trouver une occasion de s'échapper. Mais peu importe ce que tu dis, tu es toujours prisonnier et tu dépends de nous. Guillaume regarda l'horloge numérique accrochée au mur de la remise. Il semblait calme, comme quelqu'un qui attend l'heure convenue. Ses yeux brillaient d'une confiance à la fois intéressante et effrayante pour ceux qui l'avaient capturé. Dans environ 5 minutes, dit-il comme un expert en opérations militaires expliquant les détails, cet endroit sera complètement encerclé par 3 groupes d'opérations spéciales qui arrivent de différents côtés. Ils utilisent les coordonnées que je leur ai transmises via le traceur que j'ai toujours sur moi. Non seulement vous êtes tombé dans le piège que j'ai soigneusement préparé, mais vous avez également apporté des preuves qui montrent clairement vos mauvaises intentions. Ces preuves garantiront que vous serez puni et que vous ne pourrez plus jamais menacer ma sœur. C'est à ce moment crucial qu'Arthur aperçut le petit appareil électronique qui brillait discrètement à la ceinture de Guillaume. Il s'agissait d'un traceur GPS militaire qui était passé inaperçu dans la précipitation et l'excitation de la capture qui semblait avoir réussi. La vérité sur leur situation commença à devenir claire dans son esprit. Cette clarté était douloureuse et montrait à quel point il avait échoué dans ses plans et ses stratégies. Il n'avait pas capturé un prisonnier important. En fait, ils étaient devenus les prisonniers d'une opération de défense qui avait été planifiée à l'avance pour se dérouler exactement comme cela venait de se passer. Fils de... commença Arthur, mais il ne put terminer. Le bruit des hélicoptères approchant du hangar s'intensifia. Le bruit des rotors indiquait que la police arrivait. Arthur et Didier ne pouvaient ni discuter ni s'enfuir. Les lumières des projecteurs qui pénétrèrent rapidement dans le hangar par les fenêtres brisées donnèrent à l'endroit l'apparence d'une scène de théâtre. À l'intérieur, les 2 anciens policiers en fuite se sentirent exposés. Ils étaient comme des acteurs dans une pièce, mais ils étaient devenus des méchants qui avaient perdu. Des voix fortes résonnèrent dans l'espace industriel abandonné. Elles disaient que tous ceux qui se trouvaient là devaient se rendre immédiatement. On leur ordonnait de s'allonger sur le sol, les mains levées au-dessus de la tête. Arthur et Didier comprirent avec tristesse qu'ils avaient été vaincus par un adversaire qui avait prévu chacun de leurs mouvements. Cet adversaire avait utilisé son désir de vengeance pour créer un piège qui garantirait leur arrestation définitive. Cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes où ils s'étaient échappés, il n'y avait aucun moyen de s'enfuir ou de négocier leur libération. Arthur et Didier ont été arrêtés avec les autres soldats qui les accompagnaient dans cette mission qui avait mal tourné. Les preuves contre eux étaient très solides et claires. Essayer de prouver leur innocence ne servirait à rien. En fait, cela pourrait même réduire leurs chances d'obtenir une peine plus légère lors du procès qui allait suivre. Guillaume avait soigneusement enregistré tout ce qu'il avait fait pendant les semaines d'observation avant de tenter l'enlèvement. Des caméras cachées avaient filmé les disputes au sujet des plans de vengeance. Des appareils spéciaux avaient enregistré les conversations détaillées sur la manière d'arrêter Mireille. La présence d'hommes armés lors de leur dernière action montrait clairement que leurs intentions étaient criminelles et très dangereuses. Le procès qui s'est tenu a été très efficace. Le système judiciaire a réussi à rassembler suffisamment de preuves. Il a ainsi pu obtenir des condamnations qui ont montré la gravité et la continuité des crimes commis par Arthur et Didier pendant de nombreuses années. Cette fois-ci, ils n'ont pas pu utiliser d'arguments relatifs à la fabrication de preuves ou à la conspiration devant la justice. En effet, tous les documents relatifs à leurs actes ont été recueillis de manière légale. Les agents fédéraux qui ont saisi ces preuves agissaient sur la base de mandats judiciaires valides. Au tribunal, Arthur et Didier ont tenté une dernière fois de raconter leur version des faits. Ils ont déclaré que Mireille avait mis au point un plan complexe pour se venger d'eux. Elle aurait fabriqué de fausses preuves et payé des personnes pour mentir. Ils ont expliqué qu'elle avait utilisé des moyens illégaux pour ruiner leur vie et leur carrière. Arthur et Didier ont déclaré que tout ce qu'ils avaient fait par la suite était pour obtenir justice dans un système qui ne les avait pas aidés à se protéger contre un procès injuste. D'un autre côté, leurs accusations ressemblaient à des excuses de criminels qui avaient déjà des problèmes avec la justice. Ils ont montré une tendance constante à agir avec violence et à se rebeller contre la société. Cela représentait un danger permanent pour la sécurité des personnes. Le juge qui a présidé le procès a été sévère dans son analyse de la situation. Il n'a pas cédé dans sa décision de garantir qu'Arthur et Didier n'aient plus la possibilité de semer la peur parmi la population à cause de leur soif de vengeance. Les accusés ont montré par leurs actes qu'ils constituent une menace permanente et sérieuse pour la société, a-t-il déclaré avec une certitude qui ne souffrait aucune discussion. Son évasion de prison, sa tentative de rassembler des groupes armés pour attaquer une maison et l'enlèvement d'une personne innocente montrent clairement qu'il n'est pas en mesure de réintégrer
le système judiciaire de manière pacifique. La décision finale a été très sévère. Emprisonnement à perpétuité dans un lieu hautement sécurisé, sans possibilité de libération ni de révision de la peine. Mais Guillaume avait une dernière surprise. Cette surprise allait faire en sorte que même cette peine sévère ne suffirait pas à mettre fin à tous les problèmes qu'il pourrait causer à l'avenir. Au lieu d'être envoyés dans une prison ordinaire, où ils auraient pu parler à d'autres personnes ou planifier leur évasion, Arthur et Didier ont été emmenés dans une prison spéciale située sur une île isolée du Pacifique. Sur cette île, s'ils tentèrent de s'échapper, ils mourraient probablement noyés dans les eaux dangereuses qui entouraient la prison. « Vous pensiez pouvoir vous venger de ma sœur », leur a dit Guillaume lors d'une dernière visite avant son départ pour la prison de l'île. Ces paroles montraient que justice avait enfin été faite. Mais vous avez oublié que la famille prend soin de la famille. Il y a aussi des conséquences durables pour ceux qui décident de menacer des personnes qui ne font de mal à personne. Vous aurez désormais le reste de votre vie pour réfléchir aux choix qui vous ont mené à cette fin. Mireille est retournée à sa vie à Los Angeles avec un sentiment de soulagement. Ce soulagement était bien plus grand que la joie qu'elle aurait pu ressentir en se débarrassant des menaces qui la tourmentaient depuis des années. Arthur et Didier n'étaient plus une menace. Elle pouvait désormais concentrer toute son énergie sur son travail de juge et sur les changements qui s'imposaient. Elle voulait ainsi éviter que d'autres personnes subissent les injustices qui avaient causé tant de souffrances et bouleversé tant de vies. Les expériences de ces dernières années ont profondément et durablement changé Mireille. Elle n'était plus la jeune juge pleine d'espoir qui était arrivée à Orlando avec une foi inébranlable dans la perfection du système judiciaire américain. Le système n'avait pas réussi à la protéger. Elle n'avait pas non plus réussi à rester fidèle à ses valeurs dans sa quête de justice. Seule l'aide de personnes en marge de la loi avait apporté un peu d'équilibre dans sa situation. Mireille était assise dans son nouveau bureau. Elle regardait la ville qui était devenue son refuge. Elle observait l'agitation de la grande ville qui suivait son cours, sans se soucier des problèmes de sa vie. Mireille réfléchissait à des questions importantes qui allaient au-delà de sa propre expérience. Dans son histoire, y avait-il vraiment justice ou s'agissait-il seulement d'une série de vengeances qui semblaient être des punitions justes? Qu'est-ce qui séparait réellement l'utilisation correcte de la loi de la manipulation abusive du système judiciaire à des fins personnelles? Elle pensait que la justice n'était peut-être pas une idée unique que tout le monde comprenait de la même manière. En réalité, chaque groupe et chaque personne la définit en fonction de son expérience et de ses valeurs. Pour elle, la justice consistait à voir ceux qui lui avaient fait souffrir assumer les conséquences de leurs actes. Pour Arthur et Didier, la justice consistait à se venger de ceux qu'ils considéraient comme responsables de la destruction de leur vie. Pour Guillaume, la justice consistait à défendre sa famille contre le danger par tous les moyens possibles. Ce qui est indéniable, c'est que le racisme a été la cause principale de toute la tragédie qui a suivi. Si deux policiers n'avaient pas immédiatement pensé qu'une femme noire bien habillée était une criminelle uniquement à cause de la couleur de sa peau, rien de ce qui s'est passé ensuite ne se serait produit. L'injustice raciale a créé un cycle de vengeance qui a duré des années et a affecté de nombreuses vies. Ce problème a mis en évidence les faiblesses d'un système juridique qui promettait de protéger tout le monde de manière égale. Dans la pratique, il n'a souvent pas tenu cette promesse envers ceux qui avaient le plus besoin d'aide.